Bonsoir à tous. Je vous remercie de votre présence à distance pour ce Yumo Expo 2021 dans un contexte singulier que nous partageons tous. Bienvenue à Louis Nègre et Thierry Manet à ce point presse. Je vous remercie de votre présence depuis ce matin et de votre participation en tant que copilote de ce GIE pour l'UTP et le GART. Donc aujourd'hui, ça y est, la journée se termine. Donc il nous a semblé important de pouvoir faire un point avec les journalistes que vous êtes, mais que je ne vois pas malheureusement. Mais voilà, c'est important qu'on ait ce moment de partage. On a fait depuis ce matin, vous avez pu peut-être suivre 4 conférences en ligne. Il y en aura 3 demain. Donc, on a commencé en compagnie, en présence de Jean-Baptiste Djebbari, le ministre en charge des Transports. On a commencé par un état des lieux sur la crise sanitaire, à la fois en France, mais aussi en Europe. Et après, nous avons enchaîné sur une table ronde sur les enjeux du plan de relance en France. Cet après-midi, on a pu aussi écouter voilà, les propositions autour du transport urbain et le vélo, cette articulation qui est si importante et que nous défendons tous. Et puis, il y a eu la question des données, la question du masque, comme on dit, la mobilité servicielle. Vous étiez, enfin, les participants étaient très, très nombreux. Donc, on était entre 200 et 270 personnes par conférence. Donc, c'est plutôt pour nous un moment de satisfaction, même s'il n'y a pas forcément ce dialogue. En tout cas, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est, voilà, on voulait revenir ensemble. Et donc, je vais laisser la parole à Thierry, puis à Louis, afin qu'ils puissent parler de leurs constats et aussi de leur perspective, de leurs propositions, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'idées partagées et que ce qui est important, c'est on est certes loin les uns des autres, mais on est ensemble dans cette crise et on est sur le terrain. Thierry, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Écoutez, je pense que le jeu, ça va être quand même plutôt de faire un jeu de questions-réponses. Donc, je voudrais simplement partager avec vous un certain nombre de constats. C'est d'abord le premier constat, c'est que les transports publics sont un secteur qui a été extrêmement impacté par la crise du Covid, qui a su réagir étroitement en lien avec les autorités organisatrices, puisque nous ne sommes rien sans nos autorités organisatrices, quelque part, puisque c'est elles qui décident et nous mettons en œuvre les décisions des autorités organisatrices. Il faut jamais l'oublier, et que donc face à cette crise du Covid, avec les autorités organisatrices, nous avons fait le choix effectivement de nous adapter dans un premier temps en réduisant l'offre pendant le premier confinement. On avait effectivement très très peu de passagers, entre 5 et 7%, de s'adapter au moment de la sortie du confinement avec la mise en œuvre des gestes barrières, de la désinfection, de vérification du port du masque, également à l'époque un marquage important dans les véhicules puisqu'on avait à mettre en œuvre la distanciation sociale, ce qui n'était pas un sujet simple. Donc on s'est retrouvé avec 20-25% de fréquentation. On a augmenté progressivement pour atteindre 50% fin juin. Et puis après l'été, on est même passé à 70% à la rentrée de septembre, grâce effectivement au retour des scolaires, qui n'avaient pas été là ou juste pendant une semaine à la fin de la période du mois de juin, et on était remonté jusqu'à 80%, ce qui nous donnait effectivement des espoirs de retrouver presque une situation normale à la fin de cette année. Et puis est arrivé le deuxième confinement, et puis duquel on ne sort pas tout à fait, puisqu'on sent bien que cette deuxième vague, elle s'étend. Et on est aujourd'hui avec une fréquentation entre 50 et 60%, et on est presque partout à 100%, effectivement, de fonctionnement de nos services. Donc, on est au coût maximum. À ces coûts, d'ailleurs, s'ajoutent tous les coûts liés à la désinfection, à la protection, qui enrichissent en fait l'exploitation des réseaux. Donc, on est dans une situation financière difficile. Alors, côté collectivité locale, il y a en plus la perte du versement mobilité, mais on a effectivement une perte importante en matière de recettes passagers qui est estimée à peu près avant le deuxième confinement à 30%. Et donc dans une situation compliquée sur le plan financier. Donc des pertes importantes aussi bien pour les AO que pour les opérateurs sont prévues en cette fin d'année, et la nécessité effectivement de ne pas continuer l'année prochaine. Alors, on s'est beaucoup battu avec le GART pour la mise en place effectivement de compensations. Je laisserai Louis en reparler parce que c'est aux AO qui toucheront ces compensations pour pouvoir aider leurs opérateurs.
Je voudrais simplement rappeler que la France, effectivement, a mis en place un système, mais qui n'est pas forcément un système de subvention. Je voudrais juste rappeler que deux pays que je connais bien en tant que Transdev sont les Pays-Bas et l'Allemagne, hein, et ce sont plutôt des références en matière de transport public. L'Allemagne avait mis en place un plan de 5 milliards pour aider les transports publics, et ça dès la sortie du confinement. C'était en fait des subventions partagées 50% entre l'État fédéral et les Länder, qu'ils en ont consommé, qu'ils avaient prévu d'en consommer avant le deuxième confinement près de 3,5 milliards et qu'ils avaient prévu de reporter 1,5 milliard sur l'année suivante. Il s'avère que ça sera plutôt 4 milliards de consommés en 2020 et le milliard devrait permettre de couvrir le premier trimestre. Et en Allemagne, il y a des discussions pour refaire un nouveau plan de 3,5 milliards pour 2021 afin d'aider à maintenir l'offre de transport public. On a à peu près le même schéma aux Pays-Bas où il y avait eu un plan d'1,5 milliard qui avait été mis en place pendant le confinement et aujourd'hui, avec les autorités nationales, sont en discussion un plan de 750 millions pour couvrir le premier semestre 2021. Puisqu'on voit bien que cette crise dans laquelle on est rentré est une crise qui va durer. Alors derrière cette crise, il y a vraiment un enjeu à la fois de confiance, hein, puisqu'on a perdu un certain nombre de clients qui continuent de se déplacer pour aller travailler, mais qui ne font plus confiance au transport public. Donc on a une vraie bataille pour les faire revenir dans les transports publics, pour les rassurer sur le fait que ce n'est pas un lieu dans lequel c'est pas un lieu dangereux avec toutes les mesures qui ont été mises en place. Et de nombreuses études ont tendance à le montrer que effectivement c'est un lieu qui est sûr pour les déplacements. Le deuxième enjeu, c'est qu'on va avoir aussi probablement à long terme une modification de la mobilité avec effectivement l'arrivée du télétravail, avec la voiture, avec pardonnez-moi, avec le vélo, avec la marche, qui sont probablement des modes qui se sont installés de manière durable, et c'est une bonne nouvelle dans notre façon de nous déplacer. Et il va falloir les prendre en compte demain dans notre conception des transports, dans l'adaptation des transports, puisque la demande ne va pas être tout à fait ce qu'elle était précédemment. Et c'est peut-être l'opportunité aussi, une fois qu'on aura passé cette crise, et en espérant qu'on la passe dans les meilleures conditions possibles, c'est vraiment indispensable qu'on la passe dans les meilleures conditions possibles, de réinventer notre mobilité en intégrant plus de modes lourds, en redistribuant de l'offre. Si effectivement on a besoin de moins d'offres, notamment dans les centres-villes où il existe d'autres offres de mobilité et où la marche ou le vélo sont des bonnes solutions pour des courtes distances, pour redéployer cette offre en périphérie. Et on sait bien que c'était un des enjeux clés de la loi d'orientation des mobilités, que de ne pas simplement s'arrêter aux limites administratives classiques des agglomérations, mais de travailler sur les bassins de vie. Et je pense que l'enjeu des bassins de vie, il est complètement devant nous et c'est vraiment un enjeu extrêmement fort. Voilà. En introduction, j'en ai peut-être trop dit, je cède la parole à nos clients. On a deux clients, on a les passagers, mais on a d'abord nos premiers clients qui nous permettent d'avoir comme clients les passagers, ce sont les autorités organisatrices. Louis, je te cède la parole. Merci Thierry, merci Anne. Et donc, on se retrouve et je constate avec plaisir qu'il y a finalement beaucoup de personnes qui suivent ces débats. Incontestablement, quand on parle des transports du quotidien, normalement, ça devrait toucher beaucoup de responsables, y compris politiques, y compris au plus haut niveau. Alors, Thierry, tu as pratiquement tout dit. Je ne vais pas rajouter beaucoup plus. Sinon, que cette crise est un révélateur, je dirais, d'un certain nombre de dysfonctionnements, à mes yeux, et notamment du système qui consiste à prendre, l'État prend des décisions, et ces décisions impactent financièrement, bien sûr, les autorités, donc les institutions, les collectivités locales, et par contre-coup, vont impacter les opérateurs et par contre-coup, vont impacter éventuellement, s'il y a une baisse de l'offre, nos usagers et par contre-coup, au bout de la ligne, c'est l'industrie française et les emplois. Donc, c'est une crise qui produit un certain nombre de conséquences qui nous posent un vrai problème. Alors, nous avons alerté, y compris avec les associations, d'autres associations d'élus, hein, comme l'AMF, comme France Urbaine, comme la DCF. On a alerté le ministre des Transports, le Premier ministre, le ministre des Finances. Pour autant, la situation aujourd'hui, vue par les collectivités locales, elle est contrastée. D'une part, il y a une césure, il y a un double traitement, je dirais, inégalitaire en plus, donc ça facilite pas les choses, entre l'Île-de-France
où la présidente de la région, Valérie Pécresse, a obtenu très beau, j'allais dire une très belle convention, bon, entre l'État et la région, et puis la province qui ne bénéficie pas exactement des mêmes avantages. Je vais même plus loin. Nous avons aujourd'hui, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, des baisses de recettes tarifaires de l'ordre de 30 voire 40%, au moment même où, que ce soit les collectivités ou les opérateurs, on essaie de faire en sorte que le transport public, qui est le transport du quotidien pour des millions de Français qui n'ont pas d'autres alternatives, puisse continuer. Donc, l'offre que nous faisons est une offre très importante et elle était 4 fois plus supérieure à la demande dans le premier confinement. Donc, c'est de l'argent qui sort et tout ça pour assurer la continuité du service public auquel nous sommes tous très attachés. Si nous prenons le versement mobilité, lui, l'impact est moindre. Il est à l'heure actuelle d'à peu près 6 points de moins, mais il n'en reste pas moins que ça se traduit en centaines de millions d'euros. Donc, nous avons une situation financière pour les autorités organisatrices de la mobilité qui est difficile. Nous avons donc demandé à l'État de compenser, notamment sur les décisions qu'il a prises, lui, qui se sont traduites par un confinement. Alors, ces décisions sont inopérantes pour la compensation du versement mobilité, inopérantes pour la plupart des AOM. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'État a globalisé les recettes du budget principal, des budgets annexes, et pour peu qu'il y ait d'autres recettes ailleurs dynamiques, la conséquence, c'est qu'on se retrouve avec très peu d'AOM qui seront aidés dans ce domaine-là. Et donc, en plus, nous avons un traitement inégalitaire également à l'intérieur des autorités de transport, dès lors que les syndicats mixtes, eux, vont pouvoir bénéficier d'une compensation totale. Donc, en dehors d'Île-de-France et des syndicats mixtes, les autres AOM ne seront pas concrètement compensés à due proportion de leurs pertes. Nous avons après, bien sûr, au niveau donc des recettes tarifaires, nous aurons des avances remboursables de l'ordre d'un milliard 175 millions sur l'Île-de-France et de 750 millions pour la province. Mais là encore, ce sont des avances remboursables et il faudra les rembourser. Et donc, une situation qui doit être intégrée. Alors, l'État, bon, a pris un taux zéro, on pourra rembourser en décalage, très bien, mais il faudra rembourser. Et donc, ça va peser. Tout ceci pour dire que cette situation financière risque d'avoir des conséquences. Des conséquences dans le gel des investissements des collectivités locales, voire d'interrompre leurs investissements. Et la conséquence, c'est que la plupart du temps, nous qui avons la chance d'avoir une industrie dans ce domaine-là, qui n'est pas délocalisable, c'est une industrie forte. Je rappelle que nous sommes sur à peu près 200 pays dans le monde, les deuxièmes au niveau ferroviaire, de matériel ferroviaire. Donc, nous avons à l'heure actuelle des autorités de transport et une des plus grandes après la RATP m'indiquait récemment qu'ils avaient prévu dans le mandat qui va venir 500 millions d'euros d'investissement. Eh bien, pour l'instant, c'est gelé. Donc, nous avons des conséquences et qui se répercutent, bien sûr, au-delà, donc, sur le matériel, sur l'industrie et sur l'emploi de ces mêmes industries. C'est pourquoi nous avons besoin de nous projeter, comme l'a dit Thierry Mallet tout à l'heure. On voit que certains pays sont à l'avance sur nous dans ce domaine également. Et la mission qui a été confiée par le ministre des Transports à Philippe Duron, la mission de l'avenir du modèle économique des transports en commun, est une mission très, très importante pour assurer la pérennité du modèle français de transport public.
si je fais simple, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Si on se fixe des objectifs politiques, je suis un élu, si on se fixe des objectifs politiques qui sont la transition écologique, j'ai été sénateur, j'ai rapporté le Grenelle 2 au Sénat, j'ai rapporté la loi de transition énergétique en 2015, si on se fixe ces objectifs, et la France a demandé à l'Europe d'être encore plus ambitieuse dans ce domaine-là, quelle est la meilleure réponse qu'on puisse faire dans le seul domaine qui augmente ces gaz à effet de serre, c'est le transport, eh bien, c'est d'avoir des transports en commun plus performants. Bien sûr, il y a une intermodalité avec le vélo, avec la trottinette, la marche à pied. OK, très bien. Et il faut le faire parce que ça introduit dans le panel des moyens, des solutions qui sont à notre disposition davantage. Mais il n'en reste pas moins que le mass transit ne passera pas par la trottinette. Et comme le disait le secrétaire général de l'UTP, si vous faites des embouteillages à la voiture électrique, et même si ça pollue pas, vous aurez des embouteillages. Et donc une qualité de vie dégradée de nos centres-villes. Donc, on revient à ce qui nous intéresse, au transport en commun, qui sont les seuls capables de pouvoir répondre à une demande et à des comportements qui sont en train de changer. C'est vrai que dans nos centres-villes, Thierry Mallet l'a dit, on a plus de possibilités. C'est vrai que la périphérie a besoin d'être renforcée. Eh bien, dans ce domaine-là, nous attendons non seulement le plan de relance français, mais on voudrait s'inscrire dans un plan de relance européen qui soit ambitieux. Louis Nègre, Thierry Mallet, merci. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Je propose aux journalistes d'appuyer sur le bouton lever la main si vous avez des questions afin qu'on puisse donner la parole. Allô, allô? Oui. Oui, je suis Gérard Felzer. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Felzer. Bonjour, Monsieur Felzer. Bonjour Louis, bonjour Thierry. J'ai toujours entendu dire depuis le temps qu'on se connaît et qu'on défend les transports en commun que il n'y a pas d'exclusion. Le taxi collectif, les VTC, les autopartages faisaient partie des transports en commun. C'est toujours votre position? Moi, j'ai aucun état d'âme. Tous les transports, dès lors qu'ils s'adaptent à la ville, et pourquoi pas le taxi collectif, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je suis un pragmatique. Ce que je veux, c'est des résultats. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes plus bavard d'habitude. Oui, est-ce qu'on aurait tout dit avec Thierry? Est-ce que bon est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, oui, Felzer, allez-y. Oui, on parle, alors là, c'est ma casquette d'aviateur, on parle de rupture technologique pour l'aviation. On attend l'avion électrique ou pas, pourquoi pas pour 2035. Quelle serait, selon vous, l'un et l'autre, la véritable rupture technologique concernant les transports en commun? Il y a une rupture technologique qui va arriver dans les transports publics et qui est effectivement le véhicule autonome, parce que le véhicule électrique, il existe. Le véhicule autonome, ça sera la capacité demain, pour un coût très réduit, de faire tourner beaucoup plus de véhicules. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel on n'a pas fait beaucoup d'efforts de productivité, hormis la consommation d'essence. Et effectivement, c'est un métier très consommateur. On a aujourd'hui encore un conducteur par bus ou par taxi. Et donc, c'est un élément très important des coûts. Si demain, et je ne crois pas qu'on va retirer l'humain, demain, si un superviseur
peut superviser 3 bus ou 3 taxis, on peut réduire le coût de manière significative et rendre des solutions aujourd'hui collectives bien moins chères qu'elles ne le sont en réalité. Ça veut dire qu'on pourra offrir plus de transports publics, plus d'offres. Voilà. Le vrai changement, ce qu'on peut attendre, moi, c'est plus un changement en matière de comportement. C'est-à-dire que les gens abandonneront plus leur voiture au sujet d'une voiture plus partagée, plus servicielle, soit qu'elle soit partagée dans l'espace, c'est-à-dire qu'on est à plusieurs dans le même véhicule, soit qu'elle soit partagée dans le temps, c'est-à-dire qu'on l'utilise de manière successive. C'est probablement ça, et ça viendra aussi avec le véhicule autonome, parce que le véhicule autonome, il peut se déplacer, il peut se garer tout seul. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein. À mon avis, c'est dans longtemps, surtout si on veut qu'il se déplace partout. S'il est sur un trajet un peu déterminé à l'avance, ça, je pense qu'on peut en avoir entre 2025 et 2030, des véhicules autonomes qui vont se déplacer sur des trajectoires un peu préétablies ou dans des zones un peu préétablies, avec à la fois des équipements sur l'infrastructure et des systèmes de supervision. Donc ça, je pense que c'est effectivement la prochaine rupture. Elle ne sera pas tellement en termes de motorisation. En termes de motorisation, je dirais ça existe déjà. Le vrai challenge, c'est l'hydrogène, hein, qui reste très cher, qui est encore coûteux, qui est une solution intéressante parce qu'elle fournit à la fois de l'autonomie et puis une capacité de recharge très rapide. Mais aujourd'hui, on est à 2, 3, voire même plutôt 4 fois le coût d'un véhicule normal. Et puis, on a des enjeux technologiques de stockage, des enjeux de sécurité, des enjeux de régulation. Mais j'espère qu'avec effectivement les sommes importantes mises en Europe, on arrivera effectivement à résoudre ces problèmes. On a aussi un enjeu énergétique, c'est que finalement, une voiture à hydrogène, ça consomme 4 fois plus d'électricité qu'une voiture normale, hein, parce que le passage par l'hydrogène a un rendement de 25%. Donc, ça veut dire que on ne récupère que 25% de l'énergie produite. Donc il y a quand même quelques challenges autour, mais je pense que c'est une voie d'avenir parce qu'on peut stocker de l'énergie qu'on ne sait pas stocker aujourd'hui via l'hydrogène. Et donc c'est probablement pour moi une frontière importante. Mais je pense que ce qu'on va attendre, c'est un changement en matière de comportement, en matière de véhicules partagés. Ça a été évoqué ce matin par Mohamed Menghezi, c'est évoqué par Louis Nègre. Demain, on vise aussi une ville apaisée, ça veut dire moins d'embouteillages. Et moins d'embouteillages, ça veut dire plus de véhicules partagés. Sinon, on aura des embouteillages propres, mais on aura des embouteillages. D'accord, ouais, c'est parfaitement clair. Et sur la casquette, vous avez déjà une expérience sur les véhicules? Autonome? Oui, des petits véhicules Oui, de alors 10 places ou de... oui, on a une expérience avec des véhicules autonomes, mais qui sont plutôt aujourd'hui qui se déplacent à 20-30 km/h. L'enjeu, c'est d'arriver à se déplacer en toute sécurité à 50 km/h pour que l'offre soit vraiment une offre concurrentielle. Aujourd'hui, beaucoup des offres qu'on a sont des offres qui ne sont pas encore compétitives avec un vrai bus ou un vrai car en site propre. Et c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à se déplacer à une vitesse correcte pour que ce soit une vraie, je dirais, solution alternative à la voiture. Ah, d'accord. Là, il y a Ok, des enjeux merci de beaucoup. sécurité pour passer à des vitesses supérieures. Voilà. Merci Surtout Thierry. que, Oui, ouais. je peut-être, en tant que collectivité locale, je suis assez d'accord avec cette analyse de Thierry Mallet. Je suis un tout petit peu plus optimiste sur l'hydrogène qui sera normalement le carburant de demain parce que nous en avons besoin quand on voit les taux de pollution très importants dans nos villes. Nous sommes aujourd'hui dans un contentieux, engagés dans un contentieux pour nombre d'agglomérations avec l'Europe. Et il va falloir qu'on réagisse à ce niveau-là. Puis, on a la décarbonation. Alors, il est clair que aujourd'hui, tout ceci n'est pas très rentable. Thierry Mallet l'a rappelé. Pour autant, ce n'est pas une raison suffisante pour baisser la garde. En plus, on a un hydrogène gris aujourd'hui, donc on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Mais il faut aller de l'avant le plus vite possible, parce que pour des raisons de santé publique, pour des raisons de décarbonation qui sont des priorités majeures pour nous qui gouvernons, je dirais, nos cités, eh bien, il faut effectivement accélérer sur l'hydrogène, notamment parce que au niveau mondial, autant que l'Europe soit là aussi plutôt en tête que derrière, parce que quand je regarde sur les batteries, la France était bien placée sur les batteries il y a quelques décennies. On a perdu de cette avance-là, les Chinois, les Coréens ont récupéré. Aujourd'hui, on va lancer la batterie européenne, très bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Pour autant, moi, je pense que sur l'hydrogène, c'est une voie d'avenir sur laquelle il faut effectivement mettre le paquet. Le véhicule autonome va être une rupture incontestable, d'autant plus que si on lit ça avec un certain nombre de voies ferroviaires qui ont été abandonnées totalement, mais pour lesquelles il nous reste, heureusement, la CISE, vous imaginez que l'on peut faire à moindre coût une desserte fine, y compris dans des territoires ruraux. Donc, là, il y a quelque chose de très important. Quant au changement de comportement, eh bien, il dépend aussi en particulier de nous. Et je dirais du système que l'on va mettre en place avec des ZFE éventuellement et autres pour améliorer la qualité de vie de nos centres-villes et faire que nos villes deviennent de plus en plus urbaines. Merci pour ce point sur les innovations. Je vais laisser la parole à Olivier Rasmont pour Le Monde. D'abord, est-ce que vous avez des chiffres plus récents? Là, on est toujours aux 4,6 milliards, il me semble. Est-ce que à moins que ça ait été dit dans la journée, mais on en est à combien aujourd'hui compte tenu du deuxième confinement? Qu'est-ce que vous demanderez en fait début 2021 au gouvernement? Est-ce que vous avez bon espoir aussi d'arriver à un accord pour les autres réseaux que l'Île-de-France? C'est quand même assez particulier quand même qu'on ait réussi à trouver un accord pour l'Île-de-France, pour les Parisiens une fois de plus, et pour le reste de la France, voilà. Et autre question, Monsieur Mallet, vous parlez depuis quelques mois de plus en plus précisément d'une réorganisation des transports entre centre et périphérie. Est-ce que vous avez commencé à avoir quelques exemples de ce qui pourrait être fait concrètement avec certaines villes peut-être, ou au-delà de ce que vous avez déjà dit ce matin, mais quelques exemples précis peut-être dans les villes que vous connaissez par exemple. Merci beaucoup. Peut-être Thierry qui répond. Et puis ensuite. Non, mais alors, sur la partie oui, financière. Comme tu veux. Alors, oui, sur la réorganisation de l'offre, pour l'instant, ça fait partie des discussions qu'on a avec les collectivités locales. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt, puisqu'on est encore à. L'offre n'est pas totalement stabilisée. Hein. Si on était resté à 80% avec un peu plus de visibilité, on aurait pu le faire, je dirais, dans la période précédente. Aujourd'hui, on a un tout petit peu de mal à faire bouger l'offre. Pourquoi? Parce que la contamination est encore là. Enfin, donc, on ne veut pas effectivement déshabiller les heures de pointe. Sur les heures de pointe, on reste plutôt à 70%, donc ce qui veut dire qu'on est plutôt un peu confortable avec 30% supplémentaires. Ça évite que les gens se sentent effectivement dans des transports bondés en heures de pointe. Donc, la réorganisation, ça fait partie des plans qui sont en discussion. Il y aura des exemples concrets, mais une fois que le Covid est passé, c'est à mon avis pour traiter cette période dans laquelle on va se retrouver aux alentours de 80% de fréquentation, mais on sera sorti effectivement de la partie pandémie et on pourra commencer effectivement à redéployer de l'offre du centre vers la périphérie. Sur la partie recette, je pense que c'est oui, donc là, moi je ne sais pas si vous l'avez, mais l'évolution du versement mobilité à ce jour, sur la note que j'ai sous les yeux, la perte donc est de 6,05%, ce qui se traduit financièrement par 410 millions d'euros, ce qui est quelque chose de très important. Les recettes tarifaires, on l'a dit, et nous connaîtrons d'ailleurs la situation au 31 décembre 2020 que en février. Donc, les chiffres définitifs tomberont en février. Quant aux recettes tarifaires, ils sont de l'ordre de 30 à 40% de moins. Voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, sur la différence de traitement, je l'ai dit ce matin au ministre, donc publiquement, hein, j'ai évoqué cette différence de traitement entre l'Île-de-France et la province. Je reprends volontairement ce terme parce qu'on a l'impression qu'il y a la France d'en haut et la France d'en bas. Donc, personne n'est satisfait de ce traitement différencié. Et j'ai rappelé au ministre, comme l'ont fait d'autres associations d'élus avec qui on a pu travailler, que ce soit France Urbaine, la DCF et autres, qu'il y avait là une différence que nous ne comprenions pas et qu'en conséquence de quoi nous continuerions à réclamer une égalité de traitement qui fait partie du contrat social
français, dans lequel l'égalité de traitement est un élément fort, je dirais, de la crédibilité des pouvoirs publics. Merci pour ces réponses qui montrent toujours la complémentarité entre les opérateurs et les collectivités. Si, Monsieur Razemont, vous n'avez pas besoin de compléments, je propose de passer la parole à Hugo Théron pour contexte. Monsieur Théron? Est-ce qu'il y a une autre prise de parole, Monsieur Théron? Soit vous ne pouvez pas vous connecter au son, soit vous n'avez plus de questions. Donc, je vais laisser la parole à Morgane Boedek. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Une question, le ministre a annoncé ce matin le lancement du 4e appel à projet, le lancement officiel. Est-ce qu'on peut recueillir votre réaction sur l'importance, le timing aussi du 4e appel à projet? Et j'ai pas compris ce matin les modalités pratiques. Est-ce qu'il y a un site? Il a juste annoncé la clôture en avril. Voilà. Votre réaction par rapport au 4e appel à projet? Alors, moi, ce matin, en tant que GART, j'ai réagi positivement. Pourquoi? Parce qu'on s'est beaucoup battu pour l'obtenir. Et nous n'avions à ce jour que 3 appels à projets qui avaient été acceptés et donc publiés. Il nous en manquait encore un. Ce 4e aurait dû être fait et lancé avant. Il a été décalé dans le temps. Donc, bon, ceci étant, il arrive. Il y en a pour 450 millions. A priori, je dis bien a priori, le ministre ne l'a pas répété ce matin. Donc, je serai prudent. Mais il y aurait normalement 100 millions de plus avec le plan de relance, ce qui ferait 550. Et nous avons un temps relativement limité puisqu'il s'agit, si j'ai bien compris ce matin là aussi, d'une date limite en avril. Bien. Donc, j'invite bien sûr toutes les AOM de France et de Navarre qui ont un projet. Et ça, le GART les avait prévenus qu'on obtiendrait, en fait, on le savait, donc on obtiendrait donc le 4e appel à projet enfin. Et on leur avait dit de préparer. On ne savait pas à quelle date ça allait tomber, mais maintenant on a les dates, on a le montant. Et donc, on leur avait dit de préparer leur projet que, bien entendu, nous soutiendrons. Merci Louis. Monsieur Boedek, vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas de questions pour le moment. Je ne sais pas si on essaye de contacter. Alors, j'ai une question écrite. Visiblement, Monsieur Théron n'est plus là. Une question écrite de Monsieur Karim Langlais. Sur la question du véhicule autonome, se pose la question critique de la responsabilité juridique lors d'accidents ou d'incidents. Quid de la responsabilité? Quid du cadre juridique? Quid des assurances et des futurs textes de loi? Je ne suis pas sûre que vous puissiez répondre à la place de l'État. Oui, alors c'est un très bon sujet, c'est un sujet compliqué. Quelques mots là-dessus, quand même, pour dire que bon, c'est des sujets sur lesquels tous les opérateurs travaillent ensemble, de véhicules autonomes. On n'a pas encore toutes les réponses, parce que le cadre juridique reste effectivement à mettre en place. Le premier enjeu, ça va être l'enjeu de la certification de ces véhicules, parce qu'on travaille avec de l'intelligence artificielle, avec des softwares, et comment donc on considère que le software est devenu suffisamment fiable pour lui confier la vie de personne. Alors,
moi, ce que je pense, c'est que dans un premier temps, il y aura des superviseurs pour s'assurer que le software fonctionne bien, et donc on aura probablement des systèmes mixtes. Et on est en train de tester effectivement des softwares. Et ce qu'on est en train de faire pour pouvoir justement valider ces softwares, c'est d'avoir plein de cas types qui sont des cas réels, qui sont effectivement rencontrés par les opérateurs, partagés entre eux par les opérateurs avec une base commune, pour qu'on ait plein de scénarios qui nous permettront de tester l'intelligence, je dirais, in vitro, avant d'aller sur le terrain pour pouvoir la tester de manière officielle sur le terrain, ce qui permettra effectivement de faire plein de simulations, ce qui sera un élément clé. En matière de responsabilité, la responsabilité, elle va être clairement celui de l'opérateur du système, qui mettra effectivement en place ces véhicules, de la même manière qu'aujourd'hui un opérateur de transport public est responsable de l'accident. C'est pas forcément le chauffeur. Le chauffeur peut avoir une responsabilité pénale, l'opérateur porte toute la responsabilité puisqu'il a mis en circulation les véhicules, et on peut se retourner contre le fabricant de véhicules s'il s'avère que c'est un problème de soft ou un problème de freinage ou un problème lié au véhicule. Donc je pense que le problème de la responsabilité ne sera pas le plus compliqué. Celui qui va être le plus compliqué, c'est celui d'avoir une autorisation de mise en place des véhicules. Ce qui va être également important, c'est celui de la perception par le public. Et il ne faut pas le négliger, c'est-à-dire que si on a un accident qui a été causé par une intelligence, c'est beaucoup moins acceptable que celui d'un accident qui est causé par une défaillance humaine. Et on le vit tous les jours. Et donc ça, il y a un facteur d'acceptabilité. Est-ce qu'on acceptera simplement de mettre sa vie entre les mains d'un software qui, effectivement, peut à un moment donné se trouver à des situations compliquées? Est-ce que je fonce dans le mur? Est-ce que je tue les passagers? Est-ce que je tue les gens qui sont en face? Et quelle logique va s'être en face? C'est des vrais problèmes qui ne sont pas réglés et qui pourraient effectivement être des vrais enjeux sur le chemin du véhicule autonome. Pas à négliger. Je n'ai rien à rajouter à ça, ça me paraît être très complet. Mais il y a un groupe de travail à l'heure actuelle sur le véhicule autonome, donc Est-ce qu'il y a d'autres questions, y compris écrites? Bon, c'est intéressant d'avoir abordé ce sujet des véhicules autonomes, puisqu'on est tellement porté sur la crise en quelque sorte qu'on n'a pas forcément, voilà, il faut qu'on prenne un peu de recul ou qu'on fasse un pas de côté, comme je disais ce matin, pour pouvoir aborder d'autres sujets qui sont fondamentaux et qu'on a l'habitude en général d'évoquer. Alors, voilà, Monsieur Hugo Théron revient. Mais pas de vive voix. Il nous dit péage urbain ou taxe GAFA, sur quelle contribution comptez-vous, messieurs? Plutôt l'un, l'une, l'autre, les deux, ou autre encore, parce que voilà, que sais-je encore? les deux sont opérants. Vous avez vu que c'est assez compliqué de faire une taxe GAFA. C'est au moins aussi compliqué de faire un péage urbain en France. Je l'ai introduit quand j'étais sénateur, je l'ai introduit dans la loi, il n'a pas été mis en application. Il y a comme ça des totems sur lesquels chaque pays d'ailleurs a les siens, hein, il varie. Dans la plupart des pays d'Europe, vous avez du péage urbain, hein. Il n'y a pas de problème et ça s'est passé pas trop mal. Donc, ça permet effectivement de bénéficier. Alors, il faut bien sûr flécher le péage urbain en direction de la mobilité et de l'amélioration de la mobilité pour les uns et pour les autres. Parce que le malheur, je dis bien le malheur, en France, c'est que quand vous levez une taxe, elle est souvent pas fléchée et donc elle contribue, je dirais, à l'équilibre du budget général de l'État. Et c'est vrai que les automobilistes en ont ras-le-bol d'avoir des taxes qui ne servent pas du tout à la mobilité, mais partent ailleurs, on ne le sait pas. Donc, cela enlève une grande partie de la crédibilité d'un péage urbain en France, dans la mesure où on n'est pas capable de flécher cet argent pour améliorer le sort d'abord des automobilistes. Thierry? Ouais, effectivement, je pense que les deux sont opérants. La taxe GAFA, c'est une difficulté. Le péage urbain, c'est aussi une source, à condition
qu'on soit capable d'avoir en parallèle de tout système de péage urbain une offre de transport public qui permette facilement de se passer de sa voiture. C'est effectivement ce qui a fait le succès du péage urbain en Suède, c'est le fait que le péage urbain était avant tout d'abord un outil pour financer du transport public, mais qui s'est effectivement qui a été couplé avec la mise en place d'une offre de transport public qui a permis effectivement de ne pas se servir de sa voiture. Ça ne peut pas, toutes ces solutions doivent être totalement inclusives. D'ailleurs, la transition énergétique et le pacte vert doit être inclusif, sinon il n'y aura pas de transition énergétique et on arrivera dans le mur. Et donc je pense que toutes ces solutions ne seront opérantes que dans la mesure où on offre des solutions alternatives. Il en va de même d'ailleurs des zones à faible émission, hein, qui sont une façon de faire un péage aussi, puisqu'il faut avoir les bons véhicules pour pouvoir rentrer, mais ça suppose également d'être capable, pour les gens qui ne peuvent pas se payer ces véhicules-là, de leur offrir une solution alternative pour qu'ils puissent rentrer facilement dans les centres-villes et puis s'y déplacer et faire ce qu'ils ont à faire. Donc, mais je pense que c'est probablement quelque chose à explorer. De toutes les manières, aujourd'hui, on est face à un encombrement de l'espace urbain. On le voit bien entre les voitures, entre les transports publics, entre les piétons, entre le stationnement. Donc, on a vraiment besoin, et même les livraisons, donc on a vraiment besoin de trouver des règles pour le partage de l'espace urbain, si on veut qu'il soit apaisé, si on veut pouvoir l'utiliser pour d'autres fonctions. Et donc, la notion de péage, eh bien, parce que quand il n'y a pas de péage, ça finit par être je dirais, un fonctionnement dans lequel on finit par être bloqué. Et c'est c'est la pire des situations. Donc, je pense qu'un minimum de réglementation ou ça peut être de la réglementation ou un minimum effectivement de péage peuvent être un moyen de permettre effectivement d'optimiser l'usage de l'espace public. Et d'ailleurs, le péage, il peut être aussi harmonieux par rapport aux objectifs de développement durable. On peut décider effectivement qu'une voiture dans laquelle il y a 3 passagers ne paie pas de péage, alors que la voiture dans laquelle on est seul va payer un péage. C'est aussi un moyen d'inciter aussi au covoiturage et aux véhicules partagés. Merci. On me fait signe dans l'oreillette, parce qu'on est un peu comme à la radio, là, qu'il faut que nous terminions à 17h20, donc je le précise. Et je laisse la parole à Arnaud Garrigue de la Gazette des Communes. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour, monsieur. Voilà. Ce matin, vous avez évoqué le fait que certaines collectivités pourraient réduire leur offre et puis surtout peut-être baisser leurs investissements. Alors, je voulais savoir si vous aviez un peu plus d'informations là-dessus sur quel type de collectivité pourrait être tentée et est-ce que ça pourrait affecter aussi le niveau de réponse au 4e appel à projet que vous avez évoqué et pour lequel, si vous pouviez m'indiquer le montant des subventions accordées par l'État pour ce type de projet, pour savoir qu'il reste à financer de la part des collectivités. Alors, sur le 4e appel à projet, la plupart du temps, parce qu'en plus, sur le matériel de transport, souvent, il n'y a pas justement de soutien, mais tel que les renseignements que j'ai, donc sous couvert, hein, il n'est pas encore sorti, ça concernerait prioritairement les TCSP, métro, hors création de lignes car financées par le plan de relance, les trams, les BHNS, le câble, et donc, il y a des discussions qui continuent sur les voies réservées de covoiturage, d'entrée en agglomération. A priori, le matériel roulant ne serait pas intégré dans l'appel à projet. Il serait renvoyé plus tard et l'appel à projet concernerait des travaux qui s'engageraient entre 2021 et 2025. Donc, nous devrions avoir un rendu des dossiers. Donc, ce matin, le ministre a confirmé, on devrait avoir un rendu des dossiers fin février et une annonce des résultats, vous l'avez entendu, avril-mai, quoi. Merci, Louis. Merci. Thierry, vous souhaitez intervenir? Non, mais effectivement,
On partage les mêmes éléments. Je comprends que tout à l'heure, il y a eu une conférence au ministère sur laquelle ils ont parlé d'une subvention sur les véhicules et il pourrait y avoir effectivement 30 kg € destinés à l'achat de bus propres. Il y avait une conférence à laquelle nous n'étions pas, mais nous étions représentés par Guy Lebras et par Claude Fauché. Et il semblerait, mais on en saura plus tout à l'heure, qu'il y aurait effectivement un mécanisme de subvention pour aider au verdissement des flottes, ainsi que pour aider au verdissement des poids lourds qui pourrait être mis en place par le gouvernement. J'en sais pas plus, j'ai simplement le montant de 30 kg € par véhicule, ce qui serait une subvention que pourrait accorder l'État pour l'achat de véhicules propres. Mais c'est à mon avis indépendamment effectivement du plan qu'on évoquait tout à l'heure, qui est plutôt un plan d'offres supplémentaires et d'infrastructures de transport supplémentaires. Je viens d'arriver, Thierry. Et moi aussi. Ah bon, alors Claude, tu peux peut-être préciser, mais Claude et Guy vont vous donner la bonne parole et je me suis fait leur mauvais interprète. Allez-y. Oui. Merci à vous. On avance en marchant, donc effectivement, on a aussi nous aussi, on a des annonces en direct. Voilà. Oui, effectivement, nous étions avec Guy au comité ministériel pour l'innovation et le développement dans les transports pour le volet donc automobile et transport routier. Et les ministres, donc Jean-Baptiste Djebbari et Madame Pannier-Runacher, ont annoncé donc le principe de la mise en place d'une aide à compter du 1er janvier prochain et pour 2 ans au verdissement donc des flottes, une aide qui serait d'un montant de 30 000 € pour les bus et cars et de 50 000 € pour les camions. Et pour l'achat de véhicules électriques ou hydrogène. À ce stade, il semblerait que le GNV ne soit pas retenu, mais il n'est pas impossible que les choses évoluent dans la durée. Voilà ce qui nous a été dit. Bien entendu, seuls les textes réglementaires feront foi, et sachant qu'une enveloppe de 100 millions d'euros est prévue pour ce dispositif dans le cadre de l'enveloppe, je crois, qui était de 3 milliards d'euros sur l'aide au verdissement des flottes au titre de France Relance. Voilà, alors moi je voudrais apporter quelques éléments supplémentaires, simplement pour dire que effectivement les matériels ne sont pas financés par l'appel à projet, ils pourront éventuellement l'être dans le cadre d'aides régionalisées et par ailleurs il faut aussi noter que le taux de subvention en général qu'on a constaté sur les précédents appels à projet, mais là ça sera reprécisé, est de l'ordre de 15 à 20% de la partie infrastructure des projets. Et puis, je suis vraiment désolé, mais on n'avait pas toutes les informations ce matin et on est allé voir entre-temps donc le cahier des charges. Les réponses seront à rendre jusqu'au 30 avril prochain et résultat au mois de septembre. C'est ce qui est indiqué sur le site web du ministère, mais qui n'avait pas été mis en ligne ce matin. Merci à vous. Peut-être pour conclure cette conférence de presse, Louis et Thierry, un dernier mot face à ces annonces? Eh bien, la crise doit nous rendre résilients. On doit rebondir plus que jamais et le GART et les collectivités locales s'engagent avec beaucoup de détermination pour offrir aux usagers le meilleur dans ce domaine-là, bien que la crise nous laisse songeurs sur certains aspects financiers. Alors, juste un mot, le transport public sera à mon avis un élément encore plus important demain du développement de nos villes, à la fois sur le plan social, sur le plan territorial, le plan de la cohésion sociale, le plan de la cohésion territoriale. Si on veut réussir effectivement la transition écologique, il est important qu'on passe cette crise de la meilleure façon possible pour pouvoir tous collectivement, autorités organisatrices, opérateurs, être capables effectivement d'apporter les solutions qui seront nécessaires demain si on veut effectivement une France plus équitable, si on veut que la mobilité ne soit pas un élément de séparation sociale, parce que ça le devient de plus en plus, parce que si on est obligé d'avoir des véhicules chers, si on est obligé d'avoir des véhicules électriques pour continuer de se déplacer, eh bien ça sera effectivement une fracture sociale supplémentaire. Et donc, on pourra pas. L'objectif n'est pas d'offrir des véhicules électriques à tout le monde, mais de permettre à tout le monde d'avoir une alternative à l'utilisation de la voiture individuelle. Et c'est ça le défi auquel on est confrontés tous collectivement. Merci Thierry Mallet, merci Louis Nègre et merci à tous. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants à la remise des trophées de l'innovation. Et puis, je vous donne également rendez-vous demain pour la deuxième journée de conférences et de rendez-vous d'affaires. On va parler de concurrence dans les transports ferroviaires, de concurrence en Île-de-France, mais également de sûreté dans les transports publics. Merci.
Merci. Au revoir. Au revoir.